plus optimiser les campagnes aussi simplement, aussi facilement, aussi automatiquement, je dirais, qu'avant. Après, les outils, c'est toujours pareil. Il y a un côté dont c'est bien parce que c'est automatisé la plupart du temps, mais du coup, tu as moins de contrôle. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une base de données avec le plus de data possible, le plus de data actionnable que tu vas enregistrer au fil du temps. Hello et bienvenue sur le Gridcast, le podcast qui va t'aider à rentabiliser tes investissements publicitaires sur Internet. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Grégory Cardinal, qui est un expert Facebook Ads maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Il m'a en quelque sorte servi de cobaye pour ce premier épisode. Mais tu vas voir, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on va parler aujourd'hui de tracking, même de tracking assez avancé sur Facebook Ads via notamment l'API. Et Grégory va nous expliquer comment, dans un monde post-iOS, un monde dans lequel, comme tu le sais, c'est devenu de plus en plus difficile d'envoyer des bons signaux dans les différentes plateformes, Grégory va nous expliquer comment lui procède. Et ça va sûrement te donner des idées pour améliorer ton tracking et donc améliorer tes performances sur Facebook, mais aussi sur les autres plateformes. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Grégory. Salut Grégory. Salut Benjamin. Alors bienvenue sur le Gridcast. Tu vois, j'ai encore du mal à le dire puisque t'es mon premier invité. Merci à toi de me servir de cobaye pour ce premier épisode. Alors on va d'ailleurs rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Mais d'abord, j'aimerais que tu te présentes assez rapidement, Okay. en une minute, une sorte d'élévateur pitch pour nous dire ce que tu fais et où tu le fais, etc. etc. Ok, écoute, merci Benjamin. Bonjour à tous et merci de m'inviter dans ton nouveau podcast. Alors, donc moi c'est Grégory Cardinal, donc je suis spécialisé dans la publicité en ligne donc depuis 2015 en tant qu'agence et depuis 2012 que j'en fais pour moi. Donc ça va faire bientôt 10 ans que je fais de la pub en ligne. Donc je fais du Facebook Ads principalement, je fais un petit peu aussi du Google Ads maintenant, mais c'est récent ces derniers mois. Et comme j'ai un profil technique, je m'oriente beaucoup vers tout ce qui est tracking. Il y a beaucoup à faire avec tout ce qui est donc iOS, tout ça. C'est un peu compliqué. Il y a des aspects marketing et technique. Donc moi, je suis ancien développeur, donc ça me parle bien, ça me plaît bien. Et les clients ont beaucoup de besoins par rapport à ça. Donc voilà, je me spécialise un petit peu là-dedans et dans tout ce qui est media buying en général. Voilà. J'ai fait assez court, ça va? Très bien, très bien. Tu vois, je pense que tu as fait une bonne petite minute. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'on se connaît un peu, on est tous les deux dans la communauté AdSkills, d'ailleurs c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Je ne savais pas que tu étais développeur de formation, mais c'est vrai que ça, ouais, ça fait sens par rapport à ce dont on va parler là aujourd'hui. Donc, comme tu as déjà commencé à l'évoquer sur le tracking. Donc, déjà, moi, ce que je voulais que tu nous dises, c'est pourquoi parler de tracking dans une époque post-iOS 14. Ça serait bien que tu reviennes un petit peu sur ce qui s'est passé et dire comment toi, tu as évolué du coup entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant. Ok. Donc, je vais essayer de pas être trop technique parce que c'est vrai qu'on peut très très vite être technique. C'est sûr que c'est un domaine technique. Pour expliquer simplement aux gens qui nous écoutent, disons qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, Apple a mis en place des nouvelles directives. Alors, on va pas rentrer dans les aspects, géopolitiques, mais on va dire que c'est un petit peu pour embêter Facebook. Ils dépendaient beaucoup de eux et des signaux qu'ils envoyaient pour optimiser leur algorithme et donc le trafic, la qualité du trafic qu'ils nous envoient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coupé un peu une source de données importante à Facebook, qui fait que ils ont plus ces datas et leur machine, donc le machine learning, donc l'intelligence artificielle comme on dit aujourd'hui, qu'ils utilisent pour pour nous diriger vers le meilleur trafic, est moins efficace. Voilà. Donc c'est plus politique que technique, je pense. C'est vraiment une décision unilatérale de Apple. Et en fait, un flux de données qui est arrivé chez Facebook n'arrive plus.
et on peut plus optimiser les campagnes aussi simplement, aussi facilement, aussi automatiquement, je dirais, qu'avant. Donc, les aspects de tracking, donc de suivi avec le pixel, comme on faisait jusqu'à présent, qui fonctionnait très bien et qui était assez simple, hein, parce que comme tu sais, mettais juste un bout de code sur le site, ça suffisait. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je sais pas si on va en parler un petit peu plus en détail, mais donc il faut passer toujours par il faut passer toujours par le pixel. Il faut maintenant passer par le serveur. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, hein, tu sais, d'envoyer des signaux par le serveur. C'est quelque chose qui existait déjà avant, mais que personne n'utilisait parce que bon voilà, ça demandait un effort technique, assez compliqué, et personne ne le faisait. Hein, on est bien d'accord, nous les premiers. Donc, sauf que là maintenant, avec cette perte d'informations due au pixel, donc le pixel qui est sur, on va pas rentrer trop dans les détails, mais qui est sur le navigateur, qui a besoin d'infos qui viennent du navigateur, etc. Elles sont plus disponibles. Donc, pour pallier à ça, on doit envoyer des informations côté serveur. Donc, c'est une communication entre notre site et les serveurs de Facebook, au lieu que ce soit entre le navigateur de la personne qui visite votre site et les serveurs de Facebook. Donc, forcément, il y a des contraintes. Et il y a ces aspects aussi cookies, tout ça qui sont pas sur le même domaine et qui bloquent un flux de données qu'il y avait avant de façon automatique. Donc du coup, là, le besoin de tracking, il est au contraire encore plus important que ce qu'il était avant. Parce que bon, à mon sens, ce qui s'est un peu passé, alors ça explique pas tout, mais en partie. Avant, si tu veux, on faisait des pubs Facebook, on demandait audience, etc., etc. On avait notre pixel. Et Facebook avait suffisamment d'informations avec ça pour nous envoyer un trafic froid, donc les gens qui vous connaissent pas, qui ne savent pas qui vous êtes, de qualité. Maintenant, comme il a beaucoup moins de données, c'est pas que son intelligence artificielle fonctionne moins bien, c'est qu'elle n'a pas les données pour travailler. Donc du coup, elle peut moins faire son travail d'analyse et de filtrage, j'aime bien parler de filtrage, du trafic froid. Donc en gros, moi je le vois comme ça, avant il y avait par exemple un pôle de, 1000 personnes, ils allaient analyser dans ces 1000 personnes qui seraient que du trafic froid, peut-être 500 personnes préqualifiées et ils allaient envoyer que ça. Voilà. Aujourd'hui, ils ont plus d'infos là, donc ils vont peut-être en envoyer 800 ou 900, voire les 1000 dans certains cas, et puis démerde-toi avec ça, on peut pas faire mieux que ça en termes de trafic froid. Donc ça sous-entend aussi qu'au-delà des aspects trafic, il y a aussi des aspects purement marketing. Donc entonnoir de vente, copy, copywriting, images, vidéos, qu'on doit vraiment, on va dire, mieux faire qu'avant, c'est-à-dire faire plus d'efforts pour mieux connaître la cible, etc., et faire plus de tests pour pallier un peu à ces manques de filtrage automatique dont on bénéficiait avant. Voilà. Et juste un dernier point sur le côté serveur to serveur, c'est vrai aussi que il y avait beaucoup de mécompréhension par rapport à ça. Mais si quelqu'un se opt-out de iOS, c'est-à-dire que si elle décide de plus être traquée, même si on utilise des communications serveur to serveur, on n'aura quand même pas les infos. Ça comble pas non plus toutes les infos qu'on avait avant, rien qu'avec le serveur. C'est pas une solution miracle non plus, quoi. C'est pas une solution miracle non plus. Voilà. Si je récapitule, donc c'est vrai qu'avant il fallait passer par le navigateur et c'est exactement la même chose du côté Google Ads où on a un code qu'on installe sur le site qui va déclencher, alors c'est un code JavaScript généralement, c'est ça. Et lorsque la personne va atterrir sur une page, cliquer sur un bouton, on va pouvoir déclencher ce code et c'est le navigateur qui va envoyer l'information soit à Google, soit à Facebook, qui a eu une conversion, qui a eu telle ou telle action de réaliser sur le site. Maintenant, donc, il faut passer par le serveur de Facebook. Enfin, c'est ce que tu préconises, en tout cas, et c'est ce que tu fais. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Si je ne comprends pas, voilà, c'est ce qu'il faut faire. En parallèle du pixel, en plus du pixel, faire aussi, on va dire que c'est le minimum qu'il faut faire aujourd'hui. Tu fais les deux, du coup. Tu fais les deux. Tu fais et le pixel. Et le pixel et le serveur, parce que c'est des données complémentaires. Donc, il est recommandé d'envoyer quand même les mêmes données. Et il y a une contrainte technique où, en fait, pour qu'il déduplique, il faut envoyer une espèce d'ID, un identifiant quand on envoie l'appel serveur, quand on envoie l'appel pixel, pour que Facebook, de son côté, il reconnaisse que c'est la même personne. Voilà, que c'est le même événement en fait, et comme ça, il en prend qu'un seul. D'accord. Donc en fait, tu veux dire
que Facebook priorise les infos qui viennent du pixel quand il y a une information manquante, enfin, et il complète avec ce qui vient du serveur. Ouais, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui, puisqu'il il dit bien qu'il faut envoyer les deux. Donc, si tu en envoies qu'un, les données sont partielles. Donc, à mon avis, il déduplique pour prendre qu'un seul événement, mais il complète les infos du pixel et du serveur, ce qui est un peu logique parce que il y a des données, enfin, il y a des informations qui transitent quand on fait l'appel serveur qui transitent pas avec le pixel et inversement. Il y a des infos du pixel, par exemple le contexte du navigateur et tout ça, qu'il y a que dans le pixel et qui va pouvoir, on va dire, rajouter quand tu fais aussi l'appel serveur. Donc, il faut envoyer les deux en parallèle. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Peut-être qu'un jour, Facebook va nous dire, bon, vous envoyez juste serveur to serveur, le pixel, ça n'existe plus, on arrête. Mais pour l'instant, il faut envoyer les deux avec ce mécanisme de déduplication pour qu'on fait qu'une seule conversion, enfin, une conversion, un événement, c'est pas forcément une conversion. Ouais. Et donc, est-ce que pour intégrer l'ID, là, je prends l'exemple d'un annonceur qui, pour l'instant, ne traque qu'avec le pixel. Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire à faire actuellement pour qu'il intègre déjà l'ID dans le tracking pixel qu'il a actuellement, ou est-ce que ça se fait déjà et c'est quelque chose qu'il faut rajouter juste côté serveur? Non, c'est quelque chose qu'il faut faire de son côté, enfin, quand tu fais les appels. Donc, souvent, on utilise une valeur dynamique qui est par exemple une ID pour la session de la visite du visiteur sur le site, quoi, en fait. Et on va utiliser cette ID qu'on va décider au départ et on va utiliser la même tout au long de sa session. Voilà, quand on va faire les appels pixels et les appels serveurs. Parce que tu peux en avoir plusieurs dans une même session. Si par exemple, je sais pas, tu traques les clics sur un lien, tu traques un lead qui vient de s'inscrire, tu traques une vue vidéo, tu vois, ce genre de choses. Bah, du coup, il y a plusieurs événements qui se passent dans une même session et tu vas traquer, tu vas dédupliquer avec la même ID, mais avec des appels serveurs et pixels en parallèle séparés, quoi. Tu vois. Donc, bon, c'est bien pour un premier épisode. En tout cas, on est bien technique. On est bien technique, ouais. C'est difficile de pas être technique. On va perdre tout le monde, mais oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr, je comprends. Après, c'est vrai que ça va de plus en plus devenir un métier. Oui, avant, voilà. le marketeur et la personne qui gérait les campagnes, c'est la personne qui installait le pixel, puisque c'était relativement simple et Facebook a fait tout son possible pour faciliter de plus en plus l'implémentation du pixel. Mais on va vers de plus en plus de complexité et je pense qu'à terme, il y aura plusieurs métiers. Il y aura la personne qui va ne faire que du tracking. Je pense que le tracking, ça se détache vraiment. C'est un peu voilà, la direction. C'est la base quelque part, hein, quand tu. Ouais. Donc maintenant, on se dirige vers une question qui est toute, qui est toute simple. C'est comment est-ce qu'on traque du coup côté serveur, comment est-ce qu'on procède quand on a un compte, on traque que par le pixel. Quelle est la première étape? Ou même, alors je sais, parce qu'on a discuté un petit peu avant l'épisode, que tu as, toi, créé ton propre écosystème, même si tu m'en as pas dit beaucoup plus. Hein, j'imagine que tu as tes propres outils que tu as sûrement développés toi-même. Tu m'as aussi parlé, et j'en connais quelques-uns, des outils qui peuvent faire la même chose. Donc pour quelqu'un qui est moins technique que toi, qui n'est pas développeur, voilà, comment est-ce qu'un non-développeur, en fait, quelqu'un qui est beaucoup moins technique que toi, puisque je pense que ce sera quand même la majorité de l'audience, comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on se renseigne, par quoi on démarre quand on veut traquer côté serveur pour compléter les données qu'on reçoit depuis son pixel? Ouais, alors ça dépend beaucoup de la plateforme que tu utilises. Par exemple, si tu es sur WordPress, donc il y a des plugins, donc ça c'est relativement simple. Tu mets un plugin qui correspond, voilà, je crois qu'il y a un plugin. Tu en connais quelques-uns, tu peux nous donner quelques noms? Non, j'en connais pas parce que j'utilise pas du tout WordPress, donc paradoxalement, tu vois, j'ai pas de nom par rapport à ça, mais en fait, ça se trouve très facilement. Il y a le plugin officiel de Facebook pour CAPI, donc Conversion API, qui fait ça. Donc tu tapes Facebook CAPI pour WordPress, tu vas le trouver. Je le retrouverai, je le mettrai dans les notes, ainsi que les liens là dont on va parler aujourd'hui. C'est assez simple, c'est le plus simple. Donc, après les outils, c'est toujours pareil. Il y a un côté, donc c'est bien parce que c'est automatisé la plupart du temps, mais du coup, tu as moins de contrôle. Donc, il est fait d'une façon, il est prévu d'une façon, tu le paramètres, voilà, stop. Et après, il fait son boulot, mais au niveau de la granularité, tout ça, tu pourras pas faire tout ce que tu veux, probablement. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure, tu sais, de traquer
les vues vidéo. Donc, quelqu'un qui a vu, je sais pas, 50% de ta vidéo, qui a cliqué sur un bouton, ça devient plus compliqué quand tu utilises des outils parce que forcément, ils encapsulent la complexité du truc, mais ils te donnent accès à certaines options et pas à toutes les options parce que c'est impossible. Ils ne savent pas ce que tu vas faire. Il y a que quand tu mets les mains dans le cambouis, donc vraiment dans le code, que tu peux faire tout ce que tu veux parce que là, tu as accès, on va dire, à l'API et tu lui envoies les signaux que tu as envie, de la façon que tu as envie. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu le truc. Il n'y a pas de réponse définitive pour les outils parce que je te dis, si tu es sur WordPress et on va faire un plugin, si tu es sur d'autres outils, généralement, tu vas passer par Zapier, Integromat, ce genre d'outils qui permettent de connecter avec API. Donc, tu as ton système, donc, je sais pas, ClickFunnels ou un truc comme ça, et tu as Zapier qui va connecter Ça fait la liaison. Ouais, qui va faire la liaison exactement avec Facebook API. Voilà. Donc ça, c'est une Et donc, quand tu façon. parles de CAPI, excuse-moi, je te coupe, c'est bien conversion API. Hein. Ouais, c'est converser un peu l'acronyme qu'on utilise pour Facebook Conversion API, donc l'API de conversion de Facebook, donc c'est des appels serveur to serveur, donc c'est ça. Et donc voilà. Donc pour WordPress, je dirais c'est un peu le plus simple, mais c'est un peu plus limité. Après, il y a des outils, ouais, on en avait parlé un petit peu avec avant le podcast. Il y a des outils qui font ça, mais qui sont très très chers, comme Iros ou Kidreport. Ouais. Et encore une fois, voilà, tu rentres dans leur cadre et tu utilises les options qu'ils ont. Ce qui est un peu aussi embêtant, c'est un peu logique. Tu dois utiliser leur système de tracking, c'est-à-dire généralement ils te demandent d'ajouter un ID spécifique à chaque URL que tu envoies, donc sur tes pubs, mais aussi par exemple, on n'en a pas trop parlé, mais sur les emails, tu vois, tu as une liste email, tu envoies des emails, tous les liens que tu utilises dans tes messages, il faut aussi les taguer, c'est-à-dire Il faut les taguer. voilà, modifier le Un lien peu que comme tu les utilises. UTM avec Analytics, Exactement, il faut avec mettre des les paramètres dans UTM, l'URL. ouais. Exactement. Donc ça, D'accord. tu le fais pour les pubs et tu le fais pour les emails. Voilà, toutes les sources de données que tu maîtrises, tu vas pouvoir ajouter ces infos-là. Tu vas, on va dire, les enrichir. C'est-à-dire tous les liens que tu utilises dans tes pubs et dans tes emails, et même dans tes liens organiques, hein, ça peut être la signature de ta signature de personnel, tu vois. Tous les liens que tu utilises, où tu as un contrôle, tu vas les enrichir avec des tags. Donc effectivement, les tags, c'est UTM source, ce genre de choses. Et on va utiliser ça pour bien traquer la source et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire quelle pub, quelle créative, quelle image, quelle copie. Enfin là, c'est libre. Et du coup, tu es obligé aussi d'ajouter avec ces outils-là, donc Wikidreport et Iros, un tag spécifique pour eux. C'est-à-dire une ID généralement qui leur permet de retrouver dans leur système le clic, en fait. Donc, on pourrait dire que c'est un peu le visiteur qui a initié c'est pour le dédupliquer toutes les conversions. Ouais, c'est un peu ça, si on veut. C'est un peu ça. Après, moi, c'est vrai que le gros avantage que je vois à ces plateformes, c'est que ça va remplacer ton business manager, ton interface Google, puisque et c'est vrai. Ça va compléter. Ouais, c'est bien quand tu utilises plusieurs canaux, quand tu fais de la pub sur Google et sur Facebook Ouais, et sur d'autres canaux, au moins, quand il y a une vente, tu vas pouvoir bien l'attribuer. Enfin, quand tu passes par ces outils, si c'est bien fait, a priori, en te disant cette vente que Facebook m'a comptabilisée, que Google m'a comptabilisée, en fait, c'est un seul achat, mais comme la personne elle a cliqué sur une pub Facebook et sur une pub Google avant, j'ai une conversion dans chaque plateforme, mais grâce à ces solutions-là, a priori, j'aurai une seule vente avec une partie de la conversion attribuée à chaque canal. Donc peut-être qu'on sort un petit peu vraiment de l'objectif principal là, c'est de se concentrer sur le tracking sur Facebook. C'est lié, c'est quand même très lié. Ouais. C'est ça. C'est ça aussi, c'est qu'on a moins de data, mais aussi on est dans un domaine où il y a de plus en plus de parcours qui sont complexes. Exactement. Et si on additionne toutes les ventes qu'on a sur chaque canal, on se retrouve avec des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que la réalité, puisque chaque plateforme, et c'est normal, a tendance à s'attribuer plus de conversions que ce qu'on a généré réellement. Toi, tu m'as dit de la publicité sur Google et sur Facebook, tu as développé tes propres outils. Ça te permet aussi, toi, de dédupliquer ou vraiment c'est uniquement pour avoir plus de data sur Facebook? Alors en fait, ce que je fais actuellement, donc j'utilise pas ces outils-là. Il y a un truc qu'il faut parler aussi qui est très important, c'est que quand on enrichit toutes les URL qu'on utilise, donc pub, email, etc., il faut se mettre d'accord, il faut planifier. C'est pour ça que mes clients ils ont besoin aussi d'aide. C'est pour planifier en fait ce qu'on appelle la nomenclature. Tu sais,
Oui. Les conventions de nommage, tout ça, c'est quelque chose dont personne parle parce que bon, c'est pas sexy, mais c'est très très important. Et en fait, c'est la base de ce qui va faire la qualité de tes données. Parce qu'il y a l'aspect purement technique où tu vas traquer, tu vas créer ta base de données, donc je vais en parler par rapport à ça. Et il y a l'aspect aussi organisation. Comment tu vas t'organiser pour structurer tes données. Parce que si tu te contentes de mettre des trucs, bon bah là c'est image 1, image 2, audience 1, audience 2, machin, avec c'est tout, les données elles seront inexploitables. Pourtant tu auras mis tes tags, tu auras mis tout comme il faut, mais quand tu vas les réceptionner, quand tu vas les analyser, tu verras rien en fait. Il n'y a rien qui va te sauter aux yeux, tu vois. Donc c'est très important et en fait finalement, je dirais j'aide autant les clients dans l'aspect technique, parce que bon c'est complexe, généralement le technique c'est pas leur truc, dans ces aspects purement techniques, mais surtout et au moins à part égale dans ces aspects convention de nommage et planification, parce que sans ça tu vas droit dans le mur en fait. Tu vas faire tous les efforts pour mettre en place techniquement, mais au final, ce sera inexploitable. Donc tu diras, ouais, c'est bien beau, moi j'ai traqué tous les trucs comme on m'a dit, mais ça ne sert à rien. Parce que il faut bien planifier. Donc ça, c'est super important. Alors moi, ce que je fais de mon côté, alors j'utilise pas ces outils, mais je reproduis un peu ce qu'ils font. C'est-à-dire que, alors j'utilise quand même donc Integromat dans mon cas, hein, quand même, mais je crée ma propre base de données en fait. C'est la même chose que font ces outils-là. Donc j'ai fait mes conventions de nommage, j'ai planifié tout mon truc, j'utilise des UTM constants, donc sur toutes les plateformes, toutes les sources, et j'ai les conventions de nommage et j'enregistre en fait tous les événements et tous les visiteurs qui arrivent dans cette base de données centralisée. Donc exactement comme font ces outils. Sauf que bon, c'est beaucoup moins cher puisque j'ai juste un outil à utiliser, donc en l'occurrence Integromat, c'est un concurrent de Zapier, et ça me permet voilà de faire ma base de données. Et du coup là-dedans, je me mets toutes les données dont j'ai besoin, enfin je juge utile. Donc ça peut évoluer. Hein. Récemment, j'en ai ajouté, tu vois, parce que j'estimais que j'en avais pas assez. Donc j'en ai ajouté par rapport à mes besoins. Ça c'est quelque chose que je peux faire parce que justement je maîtrise la partie technique. Donc je fais ce que je veux. Si demain je veux traquer, je sais pas, le pourcentage de vues vidéo qui est un truc assez technique, bon bah je pourrais me l'ajouter aussi dans cette base de données. Et là l'idée c'est vraiment de faire une base de données avec le plus de data possible, le plus de data actionnable que tu vas enregistrer au fil du temps. Voilà. Et ça me permet effectivement de suivre le parcours utilisateur. Alors là, j'ai pas les algorithmes de Wikidreport pour dédupliquer par rapport aux IP. Hein. Ça, faut être honnête, faut être clair. Mais je peux me baser sur l'email, l'IP, voire le user agent. Tu sais, c'est ce qui permet, c'est le truc qu'envoie le navigateur, tu sais, pour dire si tu es sur Chrome, etc. Donc ça, c'est une chaîne de caractères assez longue, assez spécifique. C'est un peu comme un fingerprint, tu sais, comme une empreinte digitale. Comme une empreinte, voilà. Comme une empreinte voilà. digitale. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de données. D'immatriculation qui est attachée à ton. Qui est vraiment très spécifique, mais qui n'a pas de données personnelles. Il n'y a aucune donnée personnelle. Il n'y a pas de nom, il y a rien du tout. Il n'y a même pas d'IP là-dedans. C'est autre chose. Donc ça me permet avec ça, l'adresse email et éventuellement l'IP, de faire un recoupage. Donc je pense que ces outils fonctionnent comme ça. Je dis je pense parce qu'après je suis pas dans leur code, hein, mais je suis pratiquement sûr qu'ils font un mix entre ces éléments-là. Tu vois, s'il y a les trois qui matchent, bon, t'es pratiquement sûr que c'est la même personne, même si à la rigueur, je sais pas, elle a mis un nom, un prénom différent, tu sais que c'est la même personne. Et du coup, avec ce système-là, tu arrives effectivement à dédupliquer les personnes et refaire le parcours client d'une personne. Voilà. Donc, je fais la base de données d'une part, et d'autre part... C'est une base de données que tu as créé avec un outil qui est la base de données, pour l'instant, c'est tout simple. C'est sur Google Sheets, donc ça, c'est pas un problème. Okay. Mais ce qui compte surtout, c'est de la remplir. Voilà. Après, la base de données elle-même, c'est pas trop compliqué, quoi. C'est surtout la partie technique en amont pour remplir et pour mettre la bonne nomenclature qui compte. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la partie analyse. Donc là, je vais utiliser après des outils pour digérer toutes ces données, parce que là, forcément, c'est des lignes. Hein. C'est des lignes. C'est des enregistrements, c'est des lignes. Donc comme ça, c'est inexploitable pour un être humain. Donc on passe ça dans une espèce de moulinette pour après digérer un peu ces datas et faire des analyses, par exemple savoir c'est quelle image qui m'apporte le plus de conversion,
c'est quel bouton qui a le plus, qui a la lifetime value la plus élevée sur les 90 derniers jours, etc., etc. C'est un peu ce genre Parce que c'est une de truc que analyse tu que vas tu faire fais pour pas structurer. dans le Business Manager. Moi, ce que j'avais compris, c'est que ça te servait Alors, principalement à envoyer les données de conversion ça, via c'est les autre comptes chose. Facebook. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ça, c'est encore un aspect différent. Parce que là, il y a deux D'accord. aspects. Il y a l'aspect analyse. Donc, cette analyse vraiment poussée, donc je la fais dans les tableaux, donc pas sur Facebook, en fait. Là, en plus, j'ai eu un cas particulier où il m'a traqué une conversion avec une image et moi, je sais grâce à mes données que c'est pas cette image qui a converti, c'est une autre. Mais comme la personne, elle utilise un iPhone et qu'elle a dû opt-out, tu vois, du coup, il n'a pas pu Oui. traquer. Donc, il s'est trompé sur Facebook. Hein. Il m'a compté la conversion, mais pas au bon endroit. Et moi, avec dans Oui, mon parce qu'il tableau, je modélise sais, aussi, c'est ça? Parce qu'il voilà, il modélise, modélise. quand il parle à Exactement. data, il va C'est modéliser, ça. il va te dire, tiens, Et bah, c'est sûrement modélisé. celle-ci. Et d'ailleurs, il met Ouais. un petit truc en se disant, bon, c'est des données modélisées, il se peut Je suis pas que, sûr, je suis mais pas peut-être sûr. C'est que. exactement ça. C'est exactement ça. Donc, là, c'est marrant, parce que je crois, il y a le cas concret comme ça qui saute aux yeux. Et du coup, moi, de mon côté, je sais exactement ce qui s'est vraiment passé. Donc là, ces analyses-là, elles sont fiables. Et du coup, cette Et analyse d'ailleurs, en parlant de poussée, ça, c'est ouais, super intéressant. Tu t'estimerais à combien le taux d'erreur de Facebook, maintenant que tu as un petit peu de recul par rapport aux données que tu utilises ah, quand il modélise? le taux d'erreur de Facebook, c'est un peu, en fait, disons qu'avant iOS, on savait déjà que le cookie, donc ce qui permettait de traquer, il était fiable à 40%. Avant iOS. Ah, que Avant iOS. 40%, ouais, ça Ouais, paraît dingue. ouais, ouais, ouais. Faut pas croire. En fait, on a perdu avec iOS, mais on a beaucoup perdu avant avec tous les bloqueurs de cookies, les trucs Oui, qui, ou exact. alors, Ouais, c'est vrai. tu sais, les gens les coupent, ou alors les effacent, ou alors les navigateurs les coupent par défaut sans que tu le saches. Donc, ça fait longtemps finalement que le cookie il est beaucoup moins fiable. Donc, quand on dit cookie, c'est ce qui est positionné par le pixel. Donc, c'est un peu comme si on parlait du pixel. Hein. Ceux qui nous écoutent, c'est un peu la même chose. Voilà, sauf que Mhm. le cookie, c'est vraiment ce qui va contenir les données qui nous intéressent. Voilà, le pixel, c'est un peu le véhicule pour les amener. Mais ce qui compte, c'est le cookie, en fait, c'est lui qui a les données. Donc finalement, même si ça, en fait, on a estimé, je crois, je vais pas te dire de bêtises, j'ai vu une étude là-dessus, mais bon, c'était US, où je crois qu'il y avait 80% des gens sur iOS qui avaient opt-out. Donc soit volontairement, je veux pas être Ouais. suivre, soit automatiquement parce qu'il y a certaines options sur l'iPhone notamment, ou par défaut il va pas te demander. Et donc il va partir du principe que tu veux pas être suivi parce que ce qu'ils veulent c'est ça, hein, c'est que tu opt-out pour emmerder Facebook quoi. Et du coup voilà, il y a 80-90% des gens, donc on va dire dans ces 40% de gens qui ont continué à suivre, voilà, tu prends combien utiliser iOS, voilà, donc iPad, iPhone, etc. Donc je ne sais pas combien ça représente, mais c'est une grande majorité, mais là ça dépend aussi de votre audience. Vous avez peut-être une audience qui est plus sur Android, ça peut varier en fonction de ton audience. Moi dans mon cas, c'est une majorité qui est sur iPhone quand même, enfin sur iOS. Donc on dit c'est 70% de ces 40% qui sont sur iOS. Et s'il y en a 90% qui ont opt-out, de façon volontaire ou involontaire, on tombe à 20-25% de gens qu'on peut encore traquer, quoi. Tu vois. Et opt-out, on est d'accord, c'est quand la personne refuse. Hein, C'est ça, c'est la ouais. petite fenêtre qui va s'afficher avant d'aller sur une application où Facebook demande est-ce que tu veux que cette application te suive. Bon, en plus, ils l'écrivent d'une d'une certaine façon Ouais, c'est où très c'est très austère, c'est très implicite. Ils veulent machin. que tu cliques sur non et la plupart des gens, Ouais. c'est vrai, Ah ouais. refusent Je dis d'être traqués. 80%, mais je pense que c'est même plus, en fait. Je pense Ouais. que c'est Bon, même bah, plus. moi, le premier, non, puisque c'est vrai que je suis dans le Ouais, domaine, donc j'essaye de faire en sorte d'être traqué, puisque c'est quand même mieux quand tu as des ouais, publicités. ouais. Non. Moi, ça me gêne pas Tu d'être pourrais faire ce que traqué, tu mais veux, mais souvent on la est majeure traqué partie des partout. gens, ouais, c'est clair. Ouais. La majeure partie des gens, c'est vrai, va dire non, ça c'est certain. Ah oui, c'est clair. Ok, donc du coup, donc toi, ça te permet non seulement d'envoyer l'information, mais également de faire des analyses où tu Ouais, juste pour prends terminer les... là-dessus. Ouais, juste pour Ouais, terminer là-dessus, je sais que tu veux faire court, mais juste pour être précis. Donc, il y a ce côté analyse des données que je vais faire dans mes tableaux, on va dire, donc triturer les données pour les rendre actionnables, donc, en partant de la base de données brute. Et après, ce que tu disais, en fait, c'est aussi, effectivement, ça permet d'envoyer des signaux à Facebook et à Google pour leur dire, voilà, c'est ce type de visiteur que je veux, qui convertit le mieux pour moi. Parce que je le sais, j'ai analysé. Et là, tu vas prendre, alors, un fichier, quoi, dans Google Ads, et aussi tu peux le faire avec Facebook.
tu l'envoies directement par CAPI, ou tu lui envoies les données pour dire voilà, c'est ce type d'événement qui est important pour moi et je veux que tu optimises là-dessus. Et là, tu lui donnes des données beaucoup plus fiables que si tu utilises que Pixel comme avant, quoi. Voilà. Donc, Ouais, moi je me sers de ça sur Google Ads pour lui. Voilà. Je me sers du même genre à peu près de configuration avec des liaisons Zapier qui renvoient via l'API sur Google Ads, mais pour les conversions hors ligne. Hein, quand tu fais de la lead gen, c'est ça. un lead, Offline conversion, c'est ça, c'est la même chose. voilà, les offline conversions, au final, alors je sais pas du tout comment toi tu fais sur Facebook. En tout cas, c'est vrai que sur Google maintenant c'est devenu assez simple avec tous ces outils dont on a parlé, Tu les peux Zapier et uploader, compagnie. tu Mais peux no code, t'as automatiser. pas besoin d'être codeur, voilà, Ouais. t'automatises tout, tu mets tout dans une base de données Airtable ou Google Sheet, et puis derrière, tu crées une règle à chaque fois que le lead, par et à exemple, est intervalles validé, ça réguliers, envoie. il va dans ton fichier, il récupère les données de ton fichier, il met à jour tes conversions. C'est ça. Ça, Sur c'est vrai que Facebook, c'est le mieux, quelque c'est de passer par CAPI. C'est passer par CAPI, donc tu peux faire la même chose. Par exemple, tu identifies les conversions utiles et tu lui envoies les signaux de façon régulière en lui disant voilà, c'est ça, j'ai une conversion, donc tu lui envoies l'événement qui correspond à ça, donc avec l'ID, la pub et tout ça. Est-ce que tu veux, parce que j'imagine que toi, tu traques beaucoup d'événements, tu traques peut-être les vues de vidéos, les clics sur un bouton, mais ce que tu veux à la fin, c'est traquer uniquement les achats. Donc en gros, tu dis via une règle, dès qu'il y a une conversion d'achat, tu l'envoies en signal de conversion via l'API, c'est ça? On n'a pas assez, s'il n'y a pas assez d'achats, parce que ça dépend si c'est du high ticket, tu vas pas avoir 50 conversions par semaine. Donc voilà, c'est plus rare. Et du coup, on va utiliser justement des événements qui se produisent plus souvent, mais qui sont très qualifiés, mais qui sont quand même clos dans l'orthographe. C'est-à-dire si tu sais que 80% des gens qui regardent ta vidéo ou ta VSL jusqu'au bout se transforment en clients, bon tu as quand même beaucoup plus de cet événement-là. Donc c'est cet événement-là que tu vas envoyer aux plateformes pour dire voilà, je veux que tu optimises là-dessus, là tu as plus de données et je sais que c'est des visiteurs beaucoup plus qualifiés pour moi qu'un simple clic sur la pub, quoi. Et tu estimes à combien le nombre de conversions, encore une fois, post-iOS, qui est important d'avoir quand on veut bien aider l'algorithme à optimiser la diffusion des campagnes? Ça, en fait, ça n'a pas trop changé. Par semaine, par exemple? Ouais, pour Facebook, c'est 50 par semaine qui est conseillé. Alors, c'est toujours pareil. C'est une machine, bon, je vois bien comment ça fonctionne. Donc, plus elle a de données, mieux c'est. Donc, quand il te dit 50, c'est un peu une cote mal taillée, quoi. Ça peut fonctionner avec moins. Ça peut ne pas fonctionner avec 50. Donc, le plus que tu peux envoyer, c'est mieux. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, sur Facebook, il te dit qu'il n'a pas assez d'informations pour optimiser, que tu quittes pas la phase d'apprentissage. C'est quand il n'a pas eu suffisamment de conversion dans une période de temps pour se dire, OK, c'est ce type de visiteur que tu as. Et pourtant, des fois, on a des campagnes qui fonctionnent très bien, même si elles sont en phase d'apprentissage et quelque part, elles y restent tout le temps. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose à prendre avec des pincettes. Mais donc, on pourrait plus parler aussi de l'accumulation, tu sais, que d'événements que tu passes sur un événement. Donc, je sais pas, tu as créé un event, par exemple, un clic sur un bouton, on prend un exemple tout simple. Quand tu as 500 000 événements de ce type sur cet événement, tu peux commencer à t'en servir pour optimiser en faisant une audience similaire, donc une lookalike, etc. Ça commence à être bien exploitable. Voilà. Tu vois. D'accord, oui, c'est non seulement, et puis c'est ça, c'est l'historique. C'est l'historique. Il faut beaucoup aussi. Il faut qu'il ait appris. C'est vrai que c'est parce que le truc des 50 conversions par semaine, des fois ça fonctionne bien. Alors que t'es encore dans la phase d'apprentissage. Donc voilà. Ouais, et puis je pense qu'il y a la récence aussi. Si tu as des conversions qui arrivent vite après le clic, c'est d'autant mieux que d'attendre 2 ou 3 jours avec les risques de perte aussi que ça implique. Ouais. C'est vrai que c'est ce que je vois aussi sur Google Ads. Plus les conversions arrivent vite après clic, généralement, et mieux c'est, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'en lead gen, c'est bien, même si tu as des leads qui vont se nurturer sur des mois quand on est, c'est vrai, dans des secteurs avec des gros paniers d'achat où les leads, tu les convertis en 6 mois. Il y a peut-être une première étape qui permet de qualifier le lead que tu peux avoir super rapidement, histoire de remonter l'info le plus vite possible après le clic. Donc ça, c'est vrai que c'est bien aussi de prendre en considération, c'est au bout de combien de temps tu vas remonter l'info par rapport à la date du clic. Ouais, c'est ce que j'ai observé, en tout cas sur Google. Je fais beaucoup moins de Facebook, mais
Ok, bon bah écoute, en tout cas, je pense on aura peut-être pas tout compris. En tout cas, moi, c'est clair pour moi, et dans tous les cas, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast. C'est aussi pour ma propre culture, donc je te remercie pour ça. Euh, et je voulais juste te poser une dernière question. Alors, c'est la question que je poserai à tous les invités avant de te laisser, c'est de savoir si il y avait une idée reçue assez répandue dans le domaine de la publicité Facebook que tu combats fermement, alors que tu combats ou pas, mais que tu vois assez Oui, régulièrement et avec laquelle tu n'es pas du tout d'accord. ouais, je vois. Du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est alors évidemment sur Facebook particulièrement. Donc déjà Facebook c'est une plateforme d'interruption marketing. Hein. Donc tu es là, tu es en train de naviguer, voilà et de surfer et tu tombes sur une pub, on va dire. Donc bon, comme à la télé quoi. On t'interrompt pendant que tu es en train de faire une autre action. Et du coup, l'erreur que je vois beaucoup, alors chez les coachs et tout, tu as parlé de high ticket, donc notamment chez les coachs, c'est un peu ils proposent leur offre, qui est une offre donc high ticket, donc par définition qui coûte 1000, 1500, 2000, 5000, 10 000, 15 000 euros, donc un prix quand même conséquent, à une audience froide, voilà. Mais ils s'adressent à tout le monde de la même façon, c'est-à-dire qu'ils proposent une offre, on va dire, de bottom-up funnel, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire c'est des gens qui sont vraiment qualifiés, qui ont généralement vu ton contenu, qui savent qui tu es, qui connaissent tes valeurs, qui se reconnaissent dans ce que tu fais, qui t'aiment, voilà, enfin, qui apprécient ce que tu fais. Et ils proposent une offre à du trafic froid, donc quelqu'un qui t'a jamais vu, une offre de ce type-là avec quelqu'un qui t'a jamais vu. Donc, je sais pas si je suis assez clair, mais c'est un peu l'erreur que je vois, c'est-à-dire qu'ils vont proposer tout de suite le mariage à quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer dans la rue, quoi. Tu vois, c'est un peu l'exemple qu'on donne généralement, c'est plus parlant. Voilà, c'est comme si tu viens rencontrer une C'est un peu fille, l'exemple que je donne aussi, oui. voilà, Ouais, c'est quand tu es dans une soirée, tu rencontres quelqu'un et tu voilà. veux lui vendre ta cam Voilà, direct alors que tu connais même pas son prénom, quoi. exactement. Comme j'avais vu une pub, hein, faire une pub, c'était un truc humoristique, c'est un speed dating, là, speed dating où tu rencontres la nana, Ouais. donc en 3 secondes et demie, et la nana dit ah, comment on va appeler nos enfants, à ton avis et tout, le mec il se barre. Ok, donc c'est un peu ça. Là c'est plus parlant que Bottom of Funnel. Donc c'est un peu Ouais, mais c'est l'erreur bien que de je vois. prendre des exemples comme ça Ouais, pour faire prendre l'analogie, conscience aux c'est gens que bien. c'est pas parce que tu es sur Internet, que tu es derrière ton écran que t'as pas les mêmes, oui, t'as pas le même ressenti et qu'il faut pas s'y prendre de la même manière que si tu avais la personne en face de toi. Et c'est même mieux d'ailleurs, Exactement, oui, c'est ça. de toujours imaginer ton prospect devant toi quand tu crées tes pubs Mm, ou autre, exactement. quoi. Mais ouais, ouais, Donc je c'est un peu comprends ce que ça. tu Et veux dire. après, du coup, ils vont blâmer donc nous, hein, les médias buyers, parce qu'ils vont dire ah ouais, voilà, la qualité du trafic est pas bonne et tout, alors qu'ils se rendent pas compte qu'ils proposent à du trafic froid une offre qu'on propose normalement à quelqu'un qui se connaît depuis Mhm. des semaines voire des mois, quoi. Donc toi, Donc ton idée filtrage. rapidement, c'est de se dire, on commence par par exemple, par de la lead gen, on propose un Alors moi, je e-book, me on propose un spécialise de contenu qui est plus en facile à plus. consommer. Ouais, Ouais. voilà. Ouais. L'entonnoir de vente. Donc, on va garder cette offre-là. Hein. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est pas ça. C'est qu'il faut l'utiliser au bon endroit. Donc, on va déjà filtrer à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va uniquement préqualifier les gens, alors directement sur la page avec un appel de pré-vente, etc. On va préqualifier les gens déjà pour qu'ils aient moins de déchets eux au téléphone, hein, parce que généralement ils closent au téléphone ce type d'offre. Et après, effectivement, pour aller chercher du trafic froid, on va se baser sur du contenu, sur des vidéos, sur du lead gen pour qu'ils rentrent dans leur séquence email, qu'ils aient les adresses email, qu'ils les nurturent avec des séquences email. Et en plus, ils ont les contacts, donc ils peuvent les contacter comme ils veulent, quand ils veulent, etc. Avec leur accord, puisque la personne s'est inscrite. Donc il y a plus les soucis aussi de privacy et tout ça, de vie privée. Donc voilà, c'est un peu juste le marketing sans, hein, c'est juste bien appliquer les règles. Et en fait, on en revient un peu à ce que je disais au début, c'est que avant, comme l'algo avait suffisamment de données pour bien faire son travail de filtrage, maintenant c'est à nous à mieux faire le marketing. Donc sommet de l'entonnoir, milieu de l'entonnoir et en bas de l'entonnoir, la bottom of funnel, qu'on faisait plus, faut dire ce qui est, qu'on faisait plus parce qu'on se laissait un peu On vivre, s'est reposé on se reposait sur l'algorithme. sur la performance des algos Voilà, qui c'est faisaient ça. ce travail tout seul avant et qui Voilà. vont Donc avoir là, on doit refaire notre besoin boulot d'aide. comme il faut. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Donc au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus C'est même mal. plus complexe. Et c'est vrai que ce qu'on entend généralement, c'est qu'on aura de moins en moins besoin justement des médias buyers, puisque c'est les algos qui vont tout faire, qui feront le Ouais, ciblage, ouais, qui feront les créas, etc.
Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, au C'est final, c'est de finalement. plus en plus complexe pour Ouais, justement contourner toutes ces problématiques de tracking, ouais. comme on l'a vu. D'analyse des Parce que données, parce qu'il y a des aspects techniques, il y a c'est ça. de côté data analyse, convention de nommage, et après envoyer les signaux aux plateformes. Donc, ouais, ça, finalement, c'est encore plus indispensable. Mm. Et ça devient. Alors, Voilà. certes, on a le fait qu'on n'ait plus besoin de nous, ça va peut-être être vrai dans le sens où c'est tellement complexe qu'à un moment donné, un consultant indépendant seul, il va avoir de plus en plus de mal à maîtriser tous les aspects aussi. C'est ça qui devient compliqué en fait. C'est de te dire, il faut être bon en tracking, il faut être bon en marketing, etc., etc. C'est Enfin, vrai. Donc, faut limite avoir un double profil, un peu comme le tien, de développeur et de marketeur, ouais. et c'est de plus en plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué, c'est vrai. C'est vrai comme tu dis. Alors, il y a les sociétés qui vont pouvoir se le permettre, donc elles ont le média planner, le média buyer, le technicien, donc tracker et tout. Comme ça, le média buyer, planner, ils sont tranquilles, ils peuvent faire juste leur truc. Mais c'est effectivement avoir un profil comme le nôtre qui fait un peu les deux casquettes, c'est un peu compliqué. Ou alors, je pense qu'effectivement, ça va un peu filtrer et que bon, tu peux pas te payer les spécialistes, il va falloir faire toi-même, ou alors déléguer une partie que tu maîtrises vraiment pas, donc soit le media buying, soit le tracking par exemple, et t'occuper de l'autre. Voilà, je pense que ça va un peu évoluer comme ça, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie de te contacter Ouais, j'ai et voir ce donné que tu le proposes? site, j'ai donné un site donc sur fgcmedia, donc tout attaché.ch. Voilà. Donc comme ça, Ok, c'est mon site hub, on va dire, comme ça au moins là-dessus vous pourrez me contacter par Messenger et par mail facilement. Voilà. super. Bon, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Encore merci à toi d'avoir été en quelque sorte mon Ben, cobaye pour ce merci Ben. premier épisode. En plus, qui va être vraiment top, j'en suis certain, au vu de tout ce dont on a parlé. Super. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite et puis à bientôt en ligne, probablement. Merci Ben, à très vite et merci encore pour ton invitation. Salut à tous. Salut Greg, ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu. Pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux, j'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence, c'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.